Une hilarité générale accueillit l'instant du tribunal fédéral de Washington où le jeune homme se saisit du microphone. Elle se dissipa néanmoins lorsqu'il déclama les articles de loi avec une rigueur inflexible. L'entrée de Nathan Carter, alors âgé de 15 ans, fut marquée par le retentissement de ses pas dans l'allée centrale, écho lent et régulier d'un cœur battant. Ce son vint frapper les murs de marbre, se mêlant au léger bruissement de la foule des spectateurs qui, d'ores et déjà, semblaient avoir arrêté son destin. Flanqués de deux avocats commis d'office, Edward Stone et Benjamin Hayes, dont l'allure manifestait une lassitude évidente, l'ont remarqué sur eux les marques indélébiles d'années, dédiées à des causes vaines. Leurs serviettes entr'ouvertes, leurs épaules voûtées et leurs yeux empreints d'une profonde résignation attestaient de leur état. Ceci ne constituait point une confrontation véritable, mais s'apparentait davantage à une procédure à liquider promptement. Aucun des deux individus ne gratifia Nathan d'un regard porteur d'encouragement. Il n'agissait pas en qualité de ses défenseurs dévoués, mais était uniquement désigné pour traiter son dossier. Pour sa part, Nathan avançait avec une sérénité profonde, à l'image d'un adolescent contraint de mûrir précipitamment. Son visage, exsangue mais exempt de peur, demeurait imperturbable. Ses yeux ne balayaient point l'assistance présente dans la salle. Il s'assit, le regard obstinément fixé sur le juge, maître de son destin imminent, prêt à user de son pouvoir symbolisé par le marteau. Le juge William Thornton, un homme de 70 années dont le visage semblait sculpté dans la pierre, ne daigna lever les yeux lors de l'arrivée de Nathan. Il feuilletait un dossier avec une indifférence quasi mécanique, comme si le jeune homme n'était qu'un point à l'ordre du jour dénué d'importance. L'huissier ne murmura guère plus que son nom avant de lui désigner sa place. Un discret murmure s'installa dans l'enceinte. Des bruissements s'élevaient, comparables à des insectes dans l'atmosphère lourde. Les spectateurs, alignés sur les bancs, les journalistes aux traits marqués par la fatigue, les objectifs des caméras braqués comme des armes pointées, tous étaient en attente. Le jury, composé de 12 visages sans expression, évitait de croiser le regard de Nathan, comme si sa culpabilité était une contagion possible par simple contact visuel. Les sièges étaient intégralement occupés, non par un désir de justice, mais parce que cette audience s'était transformée en spectacle médiatique. Tous connaissaient son nom, Nathan Carter, l'adolescent inculpé pour l'agression d'Ethan Reynolds, neveu influent du sénateur Charles Reynolds. La presse avait dépeint Nathan sous les traits d'un délinquant brutal, nonobstant l'absence de tout antécédent judiciaire. Ils évoquaient une agression immotivée, sans fondement avéré. Ethan soutenait n'avoir fait que passer lorsque Nathan, pris d'une rage subite, l'avait agressé. Mais Nathan conservait un souvenir intégral de l'événement. Il revivait cette journée, la chaleur oppressante de sa veste post-cours de sport, les colibés dans les vestiaires, les pas d'Ethan et de ses complices dans le couloir, là où nul dispositif de surveillance ne filmait. Il se remémorait les invectives proférées, le crachat sur sa joue, les mots empoisonnés lancés tels des coups. Il se remémorait la projection violente contre les casiers d'une telle brutalité qu'elle l'avait fait basculer. Sa riposte fut instinctive, un acte relevant de la légitime défense. Mais lorsqu'Ethan s'effondra, se cognant la tête, le récit des événements fut remanié, non dans un souci de véracité, mais pour préserver le descendant d'une dynastie influente. À la barre des témoins, Ethan, arborant un costume gris clair, mimait la victime éplorée, une canne à portée de main, accessoire inutile lorsqu'il se croyait hors de vue. Il livra son témoignage avec l'assurance de celui qui se sait intouchable, décrivant Nathan comme un individu imprévisible, porté sur la violence. « Il a perdu toute maîtrise », déclara Ethan. « Je n'ai rien dit, il m'a agressé sans raison aucune. » Sa voix se fendillait au moment opportun, et les membres du jury, gagnés par l'émotion, accueillaient ces contre-vérités comme des vérités intangibles. Nathan, figé, ne laissait paraître aucune réaction. Ses poings se crispèrent dessous le plateau, mais il observa un mutisme résolu. Il brûlait du désir de dénoncer la claudication feinte d'Ethan, la disparition orchestrée des enregistrements de surveillance, le transfert subi de potentiels témoins vers d'autres établissements scolaires. Cependant, il s'imposa le silence. Il était conscient que toute intervention à cet instant serait futile. Cette enceinte judiciaire n'était pas un lieu de quête de vérité, mais une simple représentation théâtrale.
La famille Carter, humble mais d'une probité sans faille, avait toujours placé une confiance absolue en l'institution judiciaire. Le père de Nathan, Thomas Carter, avait consacré 30 années de sa vie à la bibliothèque municipale de Washington, débutant comme bénévole puis devenant archiviste. Respecté pour sa rigueur et sa science des archives, vétéran du conflit vietnamien, il croyait en l'équité du système. Cette croyance fut brutalement ébranlée lorsqu'il entreprit de trouver un avocat pour assurer la défense de son fils. Les portes restaient closes, les conseils évoquaient des conflits d'intérêts ou ignoraient ses multiples sollicitations. Un avocat consentit à prendre le dossier, mais s'en désista 48 heures plus tard, invoquant une surcharge de travail. Peu après, Thomas fut révoqué pour une faute alléguée dans la gestion des archives, une accusation d'une telle absurdité qu'elle défraya la chronique. Sa pension fut gelée, son nom terni. Nul ne le déclarait ouvertement, mais tous savaient, le sénateur Reynolds avait fait jouer son influence. Nathan vit sa cellule familiale se désagréger, les économies fondre, les dettes s'accumuler, la fatigue marquer les traits de son père. Thomas ne laissait échapper aucune larme, mais son regard portait le poids d'une bataille renouvelée. Néanmoins, il pressait Nathan à conserver son sang-froid. « Nous détenons la vérité », répétait-il avec assurance, comme si cette seule possession suffisait à faire pencher la balance. Cependant, au sein de cette enceinte, la vérité pesait moins lourd qu'une contre-vérité proférée par le neveu d'un homme politique influent. Le procureur, James Whittaker, exhibait une assurance démesurée, comparable à celle d'un comédien, dépeignant Nathan comme un individu déséquilibré, issu d'un milieu familial déficient. En dépit de l'absence de tout antécédent pénal, il versait dans l'exagération, attirant l'attention sur la claudication d'Ethan avec une emphase théâtrale. « Ce jeune homme, déclara Whittaker en désignant Nathan, a ruiné l'avenir d'un individu prometteur, un intellectuel, un futur leader. » Chaque parole prononcée était un coup, mais Nathan restait mutique. Il ne réagissait ni aux objections apathiques de ses défenseurs, ni à l'agacement perceptible du juge, ni aux distorsions de son dossier scolaire, où un simple retard était magnifié en comportement perturbateur caractérisé. Car Nathan détenait un élément décisif, ignoré même de ses avocats. Sous sa chemise, dissimulée contre sa poitrine, se trouvait un document plié avec soin, des transcriptions d'entretiens téléphoniques entre le chef d'établissement et le cabinet du sénateur Reynolds. Une source anonyme les avait transmises, révélant comment l'entourage du sénateur avait exigé la mise à pied de Nathan et la suppression des preuves visuelles contredisant la version des faits avancée par Ethan. Un message accompagnait le pli. « Utilisez-le lorsque l'opportunité se présentera. » Nathan patientait, non par timidité, mais par stratégie mûrement réfléchie. À la table de la défense, tous les regards se tournaient encore vers lui. Interrogateur, critique, dédaigneux. Certains espéraient le voir craquer sous la pression, d'autres désiraient la fin de cette mise en scène. Mais ils n'en tenaient aucun compte. Cet affrontement excédait le cadre strict du tribunal, dépassait une simple querelle entre adolescents. Il s'agissait d'une question de pouvoir, de l'exercice de celui-ci par ceux qui s'estimaient en droit de le manier comme une arme. La session s'acheva sans surprise. Le juge Thornton prononça, d'un ton dépourvu de toute modulation, la reprise des débats à 9 heures le lendemain matin. La foule se dispersa, un murmure persistant s'élevant, tel celui d'insectes dans l'atmosphère confinée. Alors qu'on reconduisait Nathan hors de la salle, il distingua son père au dernier rang. Thomas Carter, la stature droite, les mains jointes, croisa son regard. Aucune parole ne fut échangée, mais Nathan sut que son silence approchait de son terme. Il avait gravé dans sa mémoire chaque ligne du document, et lorsque l'heure serait venue, il ne se contenterait pas de parler. Il bouleverserait le système dans ses fondements mêmes. 15 jours auparavant, Nathan s'était installé devant une table dans un coin retiré de la bibliothèque scolaire de Washington, sa capuche baissée, effleurant l'écran fendu de sa tablette d'occasion. Le silence, source d'oppression pour d'autres, constituait pour lui un refuge salutaire. Chaque soir, après son travail à l'épicerie et une visite à sa mère, il regagnait cet endroit. La chaise métallique émettait un grincement sous son poids, tandis qu'il se penchait, les yeux mi-clos, surlignant des extraits de textes juridiques. Il analysait les jugements comme si sa vie en dépendait, ce qui était de fait la réalité. Il ne lisait point par plaisir,
mais pour appréhender le mécanisme qui menaçait de l'engloutir. Nathan était conscient qu'il ne possédait pas les moyens de s'adjoindre les services d'un avocat de renom. Les avocats désignés d'office semblaient davantage se soucier de leurs occupations personnelles que de la défense de sa cause. Il résolut donc de prendre les choses en main, à l'instar de ce qu'aurait fait son frère aîné, Michael. Michael aspirait à devenir un ardent défenseur des droits civiques, assistant les occupants des logements sociaux de son secteur à faire valoir leurs prérogatives. Son ordinateur, resté intact depuis son décès survenu 2 années plus tôt, se mua en un véritable trésor. Après les funérailles, Nathan n'avait pu l'ouvrir, le souvenir de Michael étant trop vif. Cependant, face à l'adversité, cet outil devint son ultime recours. Nathan compulsait avidement les notes de son frère, ses dossiers annotés, ses analyses des préjugés inhérents au système judiciaire, ses enregistrements de mise en situation de procès. Le moment décisif survint un mardi pluvieux. Dans les vestiaires du lycée Lincoln, après l'entraînement sportif, Ethan Reynolds, accompagné de ses acolytes Noah et Lucas, accula Nathan près des cabines de douche. Ethan le traita d'opportuniste, l'accusant d'usurper une bourse méritée par d'autres. Les insultes fusaient, perçantes, destinées à infliger une blessure psychologique plus profonde que toute atteinte physique. Nathan maintint la tête basse, les doigts crispés sur son sac à dos. Mais lorsqu'ils s'emparèrent de la photographie de Michael, glissée à l'intérieur de son casier, et la froissèrent sans ménagement, quelque chose en lui se brisa. Il réagit, poussé par un réflexe inné. Les poings cinglèrent l'air, les corps chancelèrent, et la tête d'Ethan heurta un banc métallique dans un bruit mat. Un silence calculé s'établit. Noah alerte le père d'Ethan avant même l'arrivée du corps professoral. Le récit fut altéré. Les Reynolds bénéficiaient d'un pouvoir considérable. Nathan n'était qu'un boursier issu de milieux modestes. Les organes de presse s'emballèrent, dépeignant Nathan comme un élément dangereux pour la société. On diffusa sa photographie d'arrestation, ignorant ses excellents résultats académiques. Le lycée prononça sa suspension sine die, invoquant des impératifs de sécurité. Son nom fut rayé des palmarès. Mais ce qu'aucun d'entre eux n'imaginait, c'est que Nathan s'était introduit sur le serveur informatique du lycée cette nuit-là, grâce à un mot de passe confié par Michael. Il récupéra les enregistrements vidéo bruts des vestiaires, visionnant l'incident en boucle, mémorisant chaque détail avec une précision chirurgicale. Il copia les fichiers sur une clé USB qu'il protégea par chiffrement et dont il effectua une copie de sauvegarde. Nathan ne cherchait pas à se venger, mais à révéler la vérité. Au 3e jour des audiences, la salle du tribunal offrait le spectacle d'une représentation. Les journalistes s'alignaient, les parents chuchotaient, le juge Thornton paraissait manifestement convaincu que le sort était déjà jeté. Les avocats de la défense maintenaient le regard baissé, tandis que le procureur affichait un sourire empreint d'excès. Nathan bouillait intérieurement de rage. Puis la suspension d'audience prit fin et la situation connut un renversement spectaculaire. Le juge, s'adossant à son siège, adressa à Nathan un regard empreint d'amusement, l'invitant à prendre la parole s'il en avait l'audace. Des rires résonnèrent dans l'assistance. Nathan se leva, affichant calme et détermination. Il s'approcha du micro avec l'aisance de celui qui s'était exercé à maintes reprises. Seul dans l'intimité de sa chambre, il avait répété, utilisant une brosse à cheveux comme substitut de microphone. D'une voix distincte, il déclama les dispositions légales, chaque citation étant d'une précision impeccable, chaque clause mûrement considérée. Il exposa les exigences de l'avertissement Miranda, les conditions nécessaires à la validité d'une arrestation, faisant référence à des précédents judiciaires tels que People v. Walker et Brown v. Mississippi. Il démontra de quelle façon l'officier Daniel Brooks avait transgressé la procédure, le retenant sans justification légale et altérant des rapports. La salle d'audience sombra dans un silence sépulcral. Le juge, manifestant jusque-là une parfaite indifférence, se pencha, soudainement attentif. Le procureur, visiblement déconcerté, s'agita sur son siège. Nathan produisit alors sa clé USB, la déposant sur le bureau comme une pièce stratégique en fin de partie d'échecs. Il expliqua posément qu'elle contenait les enregistrements originaux des vestiaires, estampillés par l'heure et intacts. L'institution scolaire avait allégué leur détérioration. Nathan les avait téléchargés avant qu'ils ne soient effacés. Les copies de sauvegarde ne mentaient pas.
Le procureur s'opposa avec véhémence, arguant de l'illégalité des preuves. Mais le juge, l'air grave, imposa le silence. Il intima l'huissier de bien vouloir prendre possession de la clé. Les journalistes couchaient sur le papier leurs notes avec fébrilité. Les murmures s'amplifiaient de manière perceptible. La projection vidéo commença, l'agression d'Ethan, les injures proférées, la photographie lacérée, la chute non préméditée. La vérité surgit, irréfutable. Nathan n'exprima aucune exultation. Il regagna sa place, les concepts assimilés de par les notes de son frère demeurant présents à son esprit. La diffusion des images, agrémentée du son des insultes proférées par Ethan, brisa l'atmosphère avec la fragilité du verre. Une affaire qui paraissait ordinaire devint soudainement retentissante. Les journalistes, jusqu'alors observateurs passifs, s'agitèrent, certains quittant l'enceinte pour réviser leurs articles. Mais à l'extérieur, le sénateur Charles Reynolds, véritable architecte des manœuvres en coulisses, fit son entrée dans le bâtiment judiciaire avec une assurance marquée par l'arrogance, escorté de figures influentes. Le directeur Marshall, Robert Klein et l'ancien juge Henry Walsh. Leur présence ne relevait pas de la simple observation, mais visait à juguler l'affaire. Les mesures de sécurité furent accrues, le juge manifesta des signes de nervosité, les greffiers échangèrent des murmures discrets. Brusquement, le juge interrompit les débats, prétextant des irrégularités d'ordre procédural. Dans le couloir adjacent, un jeune huissier, Marcus Tate, confia à voix basse à Nathan et à son père « La peur les étreint, ils tirent les ficelles de manière occulte. » Au cours de la nuit, la séquence vidéo disparut du stockage dématérialisé du tribunal, les fichiers étant effacés avec une exactitude millimétrique. La clé USB, versée au dossier en tant que pièce justificative, s'évapora des dépôts d'archives. Nathan et son père, tourmentés par l'insomnie, collaborèrent avec leur cousin David, étudiant en sciences informatiques, pour retrouver la trace des données. Maître Samuel Torres, leur nouveau conseil, confirma être en possession d'une copie sécurisée. La journaliste d'investigation Clara Evans, persuadée de l'innocence de Nathan, en détenait une autre. Nathan avait ainsi judicieusement disséminé les éléments de preuve, anticipant les manœuvres du système. Le 4e jour, l'esplanade du tribunal devint le théâtre d'un mouvement de contestation. Un article rédigé par Clara, diffusé à la faveur de la nuit, dénonçait la disparition des preuves et l'ingérence politique, suscitant l'indignation sur les plateformes numériques. L'affaire, initialement d'ampleur locale, prit une dimension symbolique nationale. Dans la salle, l'atmosphère était chargée d'électricité. Le juge, sur le point de prononcer un non-lieu, leva son marteau. Mais les portes s'ouvrirent en grand. Maître Torres fit son apparition, suivi de 2 assistants munis d'un projecteur. Il déposa une requête formelle sollicitant l'admission de nouvelles preuves. L'audience, retransmise en direct, tenait en haleine des millions de spectateurs. La vidéo, issue d'une source cryptographiée, révéla l'agression commise par Ethan contre Nathan, les insultes résonnant avec une netteté accablante. La vérité fut dévoilée à la face du monde. L'assistance s'agita violemment, les jurés manifestèrent leur réaction, le juge demeura interloqué. Le sénateur Reynolds engagea une ultime action, sollicitant l'annulation de l'instance. Il rencontra Thomas Carter, lui proposant d'étouffer l'affaire en échange d'un casier judiciaire vierge pour Ethan. Thomas refusa, catégoriquement et sans fléchir. L'instance se poursuivit, les images conservèrent leur valeur probante et des investigations furent initiées. En ce dernier jour, la tension était extrême. Nathan, accompagné de son père, portait la cravate de Michael, un gage discret de mémoire et d'appartenance. Le juge, visiblement accablé par la gravité de l'affaire, entreprit de prononcer son verdict. Mais un agent des autorités fédérales fit irruption, présentant une enveloppe scellée. Le rapport émanant de l'inspecteur général mit en lumière un système corrompu. Falsification de rapports, suppression délibérée de fichiers, implication directe du sénateur Reynolds. La vérité fut mise à nu, de manière irréfutable. Ethan, appelé à la barre, s'effondra, submergé par le poids de ses contre-vérités. Le juge rendit sa décision en annonçant « Toutes les charges retenues contre Nathan Carter sont levées de manière définitive ». La salle fut le théâtre d'une explosion de liesse. La foule massée à l'extérieur exprima bruyamment sa satisfaction. Nathan, conservant son impassibilité, esquissa un hochement de tête.
son geste plus significatif que toute clameur. Les médias s'emparèrent de l'histoire, le sénateur Reynolds présenta sa démission, l'officier Brooks fut mis en examen. Nathan déclina les honneurs, préférant intégrer un stage au sein du cabinet de Maître Torres. Dans un bureau de taille modeste, il procédait au classement, s'adonnait à la lecture et acquérait des connaissances, loin de l'agitation médiatique. Le tribunal était demeuré inchangé, mais lui, indéniablement, avait évolué. Un jour, partageant un sandwich avec son père, il énonça simplement « J'apprends ». Il ne souhaitait pas devenir une icône, mais l'acteur du changement des règles établies. Ainsi s'acheva le procès de Nathan Carter, non pas comme un simple verdict, mais comme une fracture dans le voile d'un système qui, trop longtemps, avait confondu justice et pouvoir. Libéré des accusations, Nathan ne se drapa pas dans la gloire éphémère des projecteurs, mais choisit la voie discrète et exigeante de l'apprentissage, porté par la mémoire de son frère et l'inébranlable droiture de son père. En refusant d'être un symbole, il devient bien plus un architecte silencieux, résolu à démanteler les injustices de l'intérieur. La salle d'audience, autrefois théâtre de mensonges, résonna désormais d'une vérité indéniable. Et le monde, témoin de ce combat, ne pourrait l'oublier. Les histoires de Kili. À la prochaine.